Bien que prometteur, ça, Bienvenue à Derry connaît des débuts difficiles, avec une distribution surchargée, une intrigue floue et une disparition décevante des véritables frayeurs. Allons, c'est l'heure de l'histoire, mon poulet au miel. On ouvre les petits volets. Cœur vaillant, œil sur la balle, on ne peut pas perdre. Andy Muschietti, le réalisateur des deux films Ça, est de retour à la réalisation pour l'épisode pilote, mais ne parvient pas à retrouver ce qu'a fait la grandeur de sa chapitre 1 et il ne semble pas avoir tiré les leçons des erreurs de sa chapitre 2. Au lieu de cela, il les redouble dans un premier épisode mitigé. Le début glacial de cet épisode installe magnifiquement l'ambiance. Il commence par une innocence qui vire vite au sinistre. Une famille apparemment gentille et ordinaire recueille un garçon errant au bord de la route et lui promet que tout se passera bien. Mais il réalise peu à peu que quelque chose ne va pas chez cette famille. Les enfants commencent à terroriser leurs nouveaux passagers, le père ignore les supplications du garçon de s'arrêter et de le laisser sortir, sa portière refuse de s'ouvrir et quelque chose d'impie cherche à sortir du ventre de sa mère. Muschietti fait monter l'intensité avec des coupes de plus en plus rapides sur les passagers de la voiture, qui se comportent de plus en plus bizarrement. La façon dont Muschietti fait durer le suspense du jeune et soumet Matty à des images choquantes avant sa disparition laisse présager de nombreuses autres retombées psychologiquement oppressantes dans les prochains épisodes. Pris séparément, ce début est un parfait petit court-métrage d'horreur. Il a tout pour plaire, une atmosphère angoissante, un protagoniste facile à prendre en charge, des méchants d'apparence inoffensive avant de prendre une tournure inquiétante et une conclusion macabre et sanglante avec la mère donnant naissance à un démon ailé. Mais ce qui suit n'est pas à la hauteur des promesses de ce début dérangeant. La série a l'avantage de partir sur deux films pour établir sa propre version de Derry et de sa relation avec Gripsou. Mais cette nouvelle série s'inspire également de nombreux éléments inexploités du roman original de King, les chapitres sur l'histoire de la vie de Derry qui ponctuent les chronologies des enfants et des adultes. Ces passages donnent au lecteur une idée de la façon dont la soif de peur de Gripsou s'est enflammée par intervalle de 27 ans, généralement sous la forme de disparition d'enfants qui se transforment en un événement faisant de nombreuses victimes. Les films ont avancé les événements du livre afin que le chapitre 2 puisse se dérouler à l'époque moderne, ou peut-être était-ce davantage pour que le chapitre 1 puisse se dérouler dans les années 80 et profiter de la popularité de Stranger Things. Cela laisse l'histoire à connotation raciale, initialement située dans les années 30, à une première saison qui doit s'adapter pour atterrir en plein milieu du mouvement des droits civiques des années 60. Ce qui semble être un changement assez convaincant et dramatiquement fertile. Et étant donné que la mini-série de 1990 situait son intrigue pour enfants dans les années 50 fidèle au livre, la période des années 60 donne ici à la série un sentiment immédiat de cohésion avec ce qu'elle devrait être à l'écran. Le premier épisode suit deux intrigues, les enfants en première ligne du cycle de tourment de Gripsou et l'arrivée à Derry du Major Leroy Hanlon. Dans presque toutes les versions de ça, l'opinion est largement répandue selon laquelle la première rencontre du club des ratés enfants avec Gripsou est plus divertissante que leur confrontation finale avec lui à l'âge adulte. Rien dans le premier épisode ne dissipera l'idée que le point de vue des plus jeunes personnages sur Gripsou est le plus intéressant. Dans le rôle de Hanlon, pilote d'essai de B-52 qui deviendra le grand-père de Mike Hanlon, Adepo apporte à Leroy une stabilité qu'il sera amusant de voir mise à l'épreuve par les horreurs surnaturelles à venir. Mais c'est sur la base aérienne que les efforts déployés par le premier épisode pour préparer la saison à venir semblent les plus laborieux. L'accueil glacial réservé à Hanlon par certains de ses collègues blancs, un bâtiment de projets spéciaux dont personne ne répondra aux questions et les regards d'avertissement d'un autre afro-américain laissent présager des conflits plus sinistre qu'il devra vivre au fil de la saison. Mais l'intrigue qu'ils mettent en place ici n'est pas encore intéressante, et sans lien évident avec les trucs effrayants de Gripsou qui se passent en ville, même l'attaque que subit Hanlon par des assaillants masqués n'élève pas cette intrigue au-delà du simple fait d'être mise en scène, même si c'est pour ce qui s'avérera être une bifurcation critique de l'intrigue à l'avenir. Le premier épisode fait en partie le job lorsqu'il suit les enfants de Derry alors qu'ils rencontrent Gripsou. Les films de Muschietti ont parfaitement saisi l'étrangeté et l'angoisse qui s'installe à mesure que les enfants se rapprochent de ça, et Muschietti maîtrise parfaitement cette sensibilité surréaliste. Toutefois, les résultats de ce premier épisode sont mitigés. Les frayeurs qui reposent sur de brefs aperçus de quelque chose qui ne devrait pas être là, ou des voix venant d'où elles ne devraient pas, vont bien plus loin que celles qui reposent sur la sortie du monstre de sous le lit. Si vous avez trouvé décevant les frayeurs des films ça, davantage axé sur les images de synthèse, la forme principale que prend Gripsou lorsqu'il apparaît dans ce premier épisode sera probablement plus qu'une distraction qu'un cauchemar.
Néanmoins, les premières attaques de Gripsou révèlent clairement une chose à propos de la série. Le sang et le gore ne manquent pas, et hormis quelques personnages blindés par l'intrigue, aucun enfant ni adulte n'est à l'abri. Ce que les intrigues pour adultes et pour enfants mettent en lumière avec efficacité et qui crée une dynamique importante à suivre pour la suite, c'est le parallèle entre la malveillance de Gripsou et l'indifférence banale des habitants de Derry face au sort d'autrui. Comment les enfants la reconnaissent et la dénoncent. Comment les jeunes adultes deviennent cyniques et tentent à la pratiquer. Et comment les personnes d'âge mûr et plus semblent condamnées à cette situation. La disparition de Matty pèse lourdement sur ses camarades, Lily, Teddy et Phil, et bien qu'aucun d'eux n'ait été particulièrement proche du garçon disparu, tous trois ressentent à des degrés divers une culpabilité d'avoir manqué des occasions de se rapprocher de lui avant sa disparition. Lily est le plus intriguant des jeunes personnages présentés, car la situation de Matty aggrave un chagrin préexistant que la jeune actrice Clara Stack gère avec brio. Lily est également accompagnée de sa meilleure amie, Marge, qui n'a rien à envier aux autres, dont la forte personnalité et l'attitude sans concession font d'elle une candidate au titre de meilleur personnage de la série. Et comment est Bill Skarsgård dans le rôle de Gripsou dans ce premier épisode? Eh bien, il n'est pas là. La série va utiliser les apparitions de Gripsou avec parcimonie. Et que ce soit pour des raisons purement narratives ou parce que l'emploi du temps de Skarsgård est bien plus chargé qu'avant, peu importe quand le résultat final laisse Gripsou aussi sinistre qu'il le devrait pendant le premier épisode. On aperçoit l'œil penché de Gripsou ou ses énormes dents de lapin dans la bouche de ceux qui contrarient les enfants. Mais pour l'instant, cela semble cohérent avec le peu d'informations dont disposent les enfants sur le monstre dont ils n'ont fait qu'effleurer la soif de sang. La série a quand même des points magnifiques. Les costumes, la scénographie et les clins d'œil de la bande-son créent un cadre d'époque. On est plongé dans l'Amérique nostalgique de 1962 avec ses racines déconcertantes de racisme, d'intimidation et d'un mépris général pour la sécurité des enfants. Les mélodies légères contrastent avec brio avec les horreurs à l'écran. Le plus gros problème de cet épisode réside dans son écriture. Ce pilote a été écrit par Jason Fuchs, dont les précédents scénarios du confus Pan à l'interminable Argylle parlent d'eux-mêmes. La série, tout comme le roman original de Stephen King, bénéficie d'une distribution impressionnante, mais peut-être un peu trop imposante. La série semble floue, passant d'un personnage apparemment déconnecté à un autre. Elle fonctionne mieux lorsqu'elle se concentre sur le groupe d'enfants qui tentent de retrouver leur ami disparu et luttent contre des forces surnaturelles. C'est là que ça ressemble plus à ça et à une série que j'ai hâte de revoir. Tout comme dans les films ça, les effets spéciaux gâchent certaines frayeurs. L'apparition du bébé monstre dans la séquence d'ouverture dégonfle complètement la tension magistralement construite par la scène, car elle paraît tellement artificielle et caricaturale qu'on la croirait tout droit sortie d'un jeu Resident Evil. L'abat-jour fait du visage humain et terrifiant jusqu'à ce que les bouches se mettent à bouger, ce qui en devient ridicule. Rien dans cet épisode n'est aussi hilarant et peu terrifiant que la statue ambulante de Paul Bunyan dans sa chapitre 2, mais rien non plus n'est aussi véritablement effrayant que Madame Kirsch. Le premier épisode est mitigé, il présente des signes prometteurs d'une excellente série d'horreur. L'atmosphère inquiétante est palpable, la scénographie donne vie au Maine des années 60 et on y retrouve de jeunes acteurs fabuleux qui partagent une forte alchimie à l'écran. Mais jusqu'ici, c'est bien plus un ça chapitre 2 qu'un ça chapitre 1. Ce n'est pas très effrayant, ce n'est pas très précis, mais ce n'est que le début. Alors vivement le second épisode. Leroy s'installe à Derry avec sa famille car, en tant que pilote accompli de l'armée de l'air, il doit essayer le nouvel avion. Toutefois, quelques instants après son arrivée sur la base aérienne de Derry, lui et une autre nouvelle recrue remarquent un complexe mystérieux qui se révèle être un projet spécial. Leroy est également confronté à des soupçons de racisme de la part d'un officier subalterne avant d'être menacé de cour martiale. Avant de s'endormir le même jour, Leroy est attaqué par un groupe d'hommes masqués qui lui demandent les spécifications du B-52. Il semble qu'il s'agisse des mêmes officiers subalternes que Leroy avait déjà affrontés. Ils attaquent Leroy et le forcent à révéler les spécifications de l'avion car ils veulent apparemment qu'il divulgue des informations confidentielles et soit renvoyé de l'armée de l'air. Leroy campe sur ses positions et refuse de céder. Bien que l'on ignore le lien entre cela et les horreurs surnaturelles de Derry, quelque chose semble vraiment louche concernant la mission B-52 de Leroy et les projets spéciaux de la base aérienne. L'avenir nous le dira. Désespérés de découvrir la vérité sur la disparition de leur ami, Teddy, Phil et Lily partent en quête de réponse et se retrouvent bientôt confrontés au monstre qui semble avoir tué Matty. Le monstre les cible tous, mais Lily parvient à s'enfuir avant qu'il ne soit trop tard. La série semble clairement établir que Teddy, Phil et la petite sœur de Phil ne s'en sont pas sortis vivants. Lily avait la main démembrée de la petite sœur de Phil lorsqu'elle s'est échappée du cinéma. Cela semble confirmer que la créature qui a attaqué les enfants les a probablement tués et a emporté leur corps avec elle. Le sort de Matty n'a pas non plus été confirmé, mais il est probable qu'il ait également été une victime dans la scène d'ouverture de la série.
Matty regarde The Music Man de 1962 avant que l'enfer ne s'abatte sur lui. Dans le film, il voit notamment la scène de Ya Got Trouble, dans lequel le personnage tente de convaincre les habitants que la décadence morale s'installe progressivement dans leur ville. La chanson semble être la métaphore parfaite de la façon dont, sous le paysage apparemment parfait et pittoresque de Derry, se cache un noyau corrompu. Même les enfants l'entendent sans cesse, ce qui laisse présager que les ennuis les guettent. Le coup de grâce est donné lorsqu'ils entendent la chanson au cinéma local et que Matty apparaît à l'écran. À ce moment-là, Matty, lui aussi, n'est plus qu'une manifestation du mal qui rôde. Ça faisait longtemps qu'on l'attendait, c'est enfin sorti, ça m'a fait beaucoup plus marrer que effrayer, j'espère que les prochains épisodes seront beaucoup plus effrayants, car il y a moyen de le faire. Toi, qu'est-ce que tu en as pensé? Fais-le moi savoir dans la zone commentaire, sinon comme d'habitude, bisous bisous, bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours, on est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave, j'avais tout prévu. Où va le monde, je vous le demande.